Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une étrange disparition. Le 26 novembre 2022, Leslie Hurlbeck et Kevin Trompa disparaissent sans laisser de traces près de Niort. Personne n'a rien vu ni rien entendu. Une chose est certaine, les parents de Leslie sont convaincus que la jeune femme est la victime collatérale d'un règlement de compte qui les dépasse. Ils ont accepté de nous livrer leur témoignage. Avec moi, vous entendrez les voix du père et de la belle-mère de Leslie, ses amies Cassandra et Lucie, celles de l'avocat maître Andro et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Nous sommes le 5 janvier 2023, à Praek, un petit village à côté de Niort. C'est ici que Leslie Hurlbeck et son petit ami Kevin Trompa se sont mystérieusement volatilisés le soir du 25 novembre 2022. Et ce jour-là, 1 mois et demi après la disparition du couple, une gigantesque battue a été organisée pour retrouver leurs traces. Il y a plusieurs centaines de bénévoles qui viennent, des gens de partout, qui connaissent ou qui connaissent pas Leslie et Kevin. Il y avait beaucoup de monde. De ce qu'il y a à faire, une tête du groupe, et après vous verrez ça tous ensemble une fois rendu sur place. Ce jeune homme, qui semble très impliqué dans les recherches, s'appelle Tom, un ami du jeune couple. Depuis le début, il fait mine de remuer ciel et terre pour retrouver Leslie et Kevin. Il était de bonne volonté, il a partagé les avis de recherche, voilà, il voulait aider. Très investi, très inquiet aussi. Mais à ce moment-là, personne ne se doute que le jeune Tom tente en réalité de brouiller les pistes. Personne, sauf les enquêteurs, qui l'ont dans leur ligne de mire. La mise en examen de Tom a déclenché un véritable coup de tonnerre. C'est abominable, c'est abominable. Jamais on peut imaginer une chose pareille, c'est impossible à imaginer. Depuis plusieurs mois, l'affaire fait la une des médias. Qu'est-il arrivé à Leslie et Kevin, un jeune couple sans histoire? Mensonge, fausse piste, manipulation, tous les ingrédients sont réunis pour ce fait divers plein de rebondissements. L'histoire d'une jalousie maladive. Il y a l'idée d'un ressentiment amoureux. L'histoire aussi d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Leslie, c'est un dommage collatéral dans cette histoire. Et enfin, l'histoire de la trahison d'un jeune homme qui aurait tendu un piège fatal à ses amis. Il a vraiment manipulé tout le monde. À tel point que certains proches des victimes auraient peut-être cherché à se faire justice eux-mêmes. Tout commence le 3 décembre 2022, près de La Rochelle, en Charente-Maritime. C'est ici que vivent Patrick, le père de Leslie, et Émilie Cardré, sa belle-mère. Le couple est inquiet, car depuis 8 jours, la jeune femme de 22 ans ne donne plus signe de vie. Au début, on s'est dit, bon, c'est un week-end un peu difficile, elle est peut-être sortie. Bon, elle a fait la fête, elle dort, il n'y a plus de batterie sur son téléphone. Et puis après le lundi, toujours sur la messagerie, donc c'était un peu compliqué. Là. Ça commençait à nous agacer sérieusement, mais elle fait quoi là c'est pas normal quoi. Elle se rend pas compte que ça peut nous inquiéter? Donc au milieu de semaine, on commence à voir les entourages de Leslie, les amis. Est-ce que tu as des nouvelles de Leslie? Parce qu'on n'arrive pas à la voir, c'est un peu bizarre. Là, je me suis dit, si les parents m'appellent, c'est que y a un truc qui cloche, quoi. Là, on a commencé à tous se contacter entre nous tous, donc nous, les amis de Leslie. Et on s'est dit, en fait, on n'a pas de nouvelles de Leslie, quoi. La dernière fois qu'on s'est parlé, donc c'était le 25 quand elle est sortie de chez le tatoueur. Elle m'a envoyé du coup la photo de son tatouage.
Cette photo, c'est la dernière qui sera prise de la jeune femme. Car dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 novembre 2022, Leslie va cesser toute forme de communication. Alors moi, je m'en suis aperçue parce qu'avec Leslie, on discutait le soir même. Et le lendemain, j'avais toujours pas de réponse de sa part. Ce soir-là, Leslie et son nouveau petit ami Kevin Trompa avaient prévu de dormir chez un ami commun. Un certain Tom Trouillet. Le père de Leslie et puis sa belle-mère vont essayer de reconstituer le scénario de la soirée. Et pour cela, donc, ils prennent la tâche avec Tom. On s'est donné rendez-vous avec Tom et on rejoint Tom après. Patrick et Émilie espèrent en savoir un peu plus sur cette fameuse soirée où Leslie a disparu. Seulement ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils viennent de donner rendez-vous à celui qui est peut-être au cœur de la disparition du jeune couple. Tom, un jeune homme qui va pourtant tout faire pour paraître au-dessus de tout soupçon. Donc Tom nous explique qu'il est parti en soirée, en free party, et qu'il n'était pas là ce soir-là. Mais il nous dit qu'il a communiqué avec Leslie, ça il nous le dit par message, toute la soirée. Et ce soir du 25 novembre, ils étaient invités à dîner. Le couple Leslie-Kevin était invité à dîner chez Nicolas, qui habite à 30 mètres de chez Tom. Nicolas leur dit c'était une soirée normale, on s'est retrouvés, on a passé la soirée à jouer aux jeux vidéo, on a picolé un peu, voilà, une soirée normale. Il a préparé une blanquette de veau. Et puis vers 3h du matin, le couple est reparti. À ce moment-là, à 3h du matin, Leslie et Kevin n'avaient que 30 petits mètres à parcourir pour aller se coucher chez Tom qui les héberge. Difficile d'imaginer qu'il leur soit arrivé quoi que ce soit sur un si court trajet. Mais il y a quelque chose qui cloche. Tom raconte que lorsqu'il est arrivé chez lui, le dimanche matin, Leslie et Kevin n'étaient plus à son domicile. Enfin, selon ses dires, il y avait au moins 5 ou 6 sacs d'affaires qui avaient été posés chez lui. Et quand il est revenu, selon lui, le dimanche, il n'y avait plus les affaires dans la maison. Tom, au début, il pensait, lui, qu'en fait, ils avaient pris leurs affaires tous les deux et qu'ils étaient partis comme ça, sur un coup de tête, sans prévenir personne. Enfin, il rassure, en fait, en disant que lui, il a rien vu d'incroyable, de spécial, qui puisse faire penser à une disparition inquiétante. Alors, le jeune couple serait-il tout simplement parti en escapade après avoir récupéré ses affaires? Une hypothèse qui aurait le mérite d'expliquer pourquoi Onyx, le chien de Leslie, a lui aussi disparu. Onyx, il a quitté jamais. C'est un chien qu'elle avait récupéré à la SPA et qui avait été abandonné plusieurs fois en peu de temps. Donc il avait un besoin aussi d'être proche. Et puis Leslie, c'est ce qu'elle aimait, donc c'est vrai qu'elle le quittait jamais. Ah, son chien, c'est son ombre. C'est pas compliqué. Onyx, c'était son ombre. Elle l'a amené partout. Et là, il y a plus le chien, il y a plus les affaires, comme s'ils étaient partis comme ça en week-end ou une semaine. Seulement voilà. Dans les rues du village de Praec, Patrick et Émilie, les parents de Leslie, vont rapidement faire une découverte qui va mettre à mal ce scénario rassurant. Le véhicule de Leslie n'a pas bougé. On voit que le partenaire à Leslie est là. Je sais plus si Tom nous avait averti avant, je me rappelle plus de ça. Donc peut-être qu'on l'a découvert sur le moment, mais voilà. On se rend compte que la voiture, elle est restée, puis vraiment juste en face, quoi. Ah bah c'est bizarre quand même. Ça fait une semaine qu'elle est là, la voiture, elle a pas bougé. On trouvait ça étrange, quoi. Et on n'imagine pas un couple partir à pied avec un chien, avec 5 ou 6 sacs sur le dos, en plein hiver, par un froid de canard. On sait pas trop où, à pied, dans cette commune qui se trouve quand même à une vingtaine de minutes de Niort, qui est au milieu de nulle part. Il y a peut-être une explication pour comprendre où est passé le couple. Car Kevin possède une camionnette blanche aménagée en camping-car et qu'il gare chez son père. Il faut vite aller voir les parents du jeune disparu pour les interroger. Tom nous explique qu'il est en contact avec la belle-mère de Kevin
et qui nous organise, enfin qui nous a préparé de faire en sorte qu'on puisse la rencontrer. Et là, ça a été le choc. Parce que là, on a vu le véhicule à Kevin, qui était garé devant la maison de Coulon. On s'est dit, là, il y a vraiment un gros souci, parce qu'ils sont pas partis en soucoupe volante, ils sont pas partis en hélicoptère. C'est pas normal. Pas du tout normal. Et cette fois-ci, même Tom, l'ami de Leslie et Kevin, est à court d'explications. Il est inquiet. Je pense qu'il est inquiet comme nous. Et il comprend pas ce qui s'est passé non plus. En réalité, Tom en sait plus qu'il ne veut bien le dire sur la disparition de ses deux amis. Mais ça, les parents de Leslie ne peuvent pas l'imaginer une seule seconde, et vous allez très vite comprendre pourquoi. À 22 ans, Leslie Hurlbeck a tout d'une jeune femme bien dans sa peau. Et à la voir aussi souriante et épanouie, on a du mal à imaginer qu'elle a eu à vivre très jeune la pire des épreuves. Sa mère, à l'âge de 12 ans, elle est décédée, donc ça a été particulièrement difficile à ce niveau-là. Donc petite fille un peu perdue. Hein. Mais pour aller de l'avant, Leslie a su s'entourer, car ce qui caractérise le mieux la jeune femme, c'est son sens de l'amitié. Elle s'est entourée plein d'amis, elle adore les amis, je l'ai jamais vue sans toute seule, quoi. Donc, beaucoup d'amis qui viennent à la maison, elle est tout le temps entourée, très souriante, et qui veut mordre la vie à peine dedans, quoi, comme une fille de 22 ans, quoi. C'est un petit oiseau, quoi, très gai, tout le temps en mouvement, très sociable, pleine de joie de vivre, tout le temps le sourire, proche de ses amis. Sur ces photos, on peut la voir entourée de sa petite tribu, comme Cassandra, sa meilleure amie, qui est de toutes les fêtes avec elle. On aime bien aller écouter de la musique avec les copains. Voilà, on est tout le temps avec les copains à droite à gauche. Et puis voilà, on se prend pas la tête, on profite de la vie, quoi, de jeune. Hein. Gros dossier de toi, Kiki. Et profiter de la vie, pour Leslie, ça veut aussi dire passer du temps en pleine nature. Des moments qu'apprécie particulièrement Lucie, une autre de ses amies les plus proches. On allait beaucoup promener ses chiens, on partait toutes les deux, on pouvait même faire de la route et ouais, on allait voir du pays un petit peu, quoi. Leslie, elle est posée, elle est calme, elle est à l'écoute, c'est une bonne amie, ouais. Et c'est cette personnalité attachante qui va faire craquer Tom Trouillet. Le jeune cuisiniste de 22 ans fait lui aussi partie de cette joyeuse bande d'amis, et ces derniers temps, il ne lâche pas Leslie des yeux. Tom m'avait clairement dit qu'il avait des sentiments pour Leslie et que voilà, il l'aimait vraiment beaucoup. Bon, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, tout simplement. C'est un... Voilà, on voyait bien qu'il était croque-love, quoi. Il n'y avait pas de mystère, quoi. Même on l'a pris Leslie entre 4 yeux, on lui a dit, bon, si tu veux le garder en tant qu'ami, bah, faut mieux lui parler, quoi. Parce que lui, il a des paillettes dans les yeux, hein, quand tu le vois, hein, ça brille. Donc, il a certainement des sentiments. Leslie, elle le savait, hein, qu'il était amoureux d'elle, mais voilà, elle, c'était son amie, enfin, elle l'adorait, quoi, mais elle voulait pas plus. Alors, Tom avait-il compris que les sentiments de Leslie n'étaient pas réciproques? En tout cas, celui que la jeune femme considère comme un simple confident montre en permanence à Leslie qu'il est là si elle a besoin de lui. Leslie est auto-entrepreneur dans une entreprise de peinture qu'elle a elle-même montée. Et elle fait des petits chantiers un peu à droite à gauche entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Et du coup, il fallait qu'elle puisse être hébergée parce qu'elle avait quand même beaucoup de chantiers autour de Niort. Leslie dormait souvent chez Tom, du coup, pour ses chantiers qui étaient dans les Deux-Sèvres, parce que c'était plus pratique pour elle. Ainsi, Tom espère peut-être se rapprocher de Leslie. Mais c'est tout l'inverse qui va se produire. Car chez lui, la porte est toujours ouverte aux amis de passage. Et bien malgré lui, il va présenter Leslie à celui qui deviendra son nouvel amoureux,
Kevin Trompa. Kevin, lui, il vivait depuis 1 ou 2 mois, du coup, donc chez Tom. Et en fait, souvent, ils se retrouvaient chez Tom et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont fini par se mettre en couple. Ça faisait à peine 3 semaines qu'ils étaient ensemble, c'était très récent. C'était un coup de foudre, en fait. Quand ils se sont vus, tout de suite, ils se sont entendus. Ça s'explique pas, du coup. Ils étaient plutôt mignons, tous les deux. Ils étaient vachement dans leur bulle. Ils rigolaient bien, quoi. Et forcément, il y en a un pour qui cette idylle prometteuse n'est pas une bonne nouvelle. Tom va se retrouver dans la position d'entremetteur bien involontaire, puisque le charme semble opérer entre Kevin et Leslie, et donc il va assister à la naissance de ce couple. Et peut-être va-t-il aussi concevoir une amertume. Et je pense qu'il était jaloux quand même de cette relation. Mais ce qui est normal, c'est voilà, quand on aime une personne, on n'a pas envie de la voir partir avec quelqu'un d'autre. Tom était-il jaloux au point de s'en prendre à Leslie et Kevin? Une hypothèse inimaginable pour les proches de la jeune femme. Tom, on était très proches de lui. C'est une personne gentille aussi, qui avait l'air gentille. Hein. Il est adorable, enfin, il est gentil. Il dégage pas de méchanceté, voilà. Et voilà comment, avec ses airs de bon camarade, Tom n'a éveillé aucun soupçon. Mais pour brouiller les pistes, le jeune homme va aussi bénéficier, vous allez le voir, d'un gros coup de chance. Il faut bien le reconnaître, si les appels à témoins lancés après la disparition de Leslie et Kevin ont permis de mobiliser un maximum de personnes, ils vont aussi avoir un effet pervers en créant une véritable diversion. Ça prend une ampleur énorme. Voilà, tout de suite, tout le monde s'intéresse à cette affaire parce qu'elle est incompréhensible, elle est pleine de mystères et les avis de recherche sont partagés mais des milliers de fois. Ça peut avoir des avantages, mais ça présente aussi pas mal d'inconvénients. C'est-à-dire qu'on est complètement noyé, submergé d'hypothèses, de pistes. C'était toute la France qui nous contactait, des appels de partout. Les jours qu'on suivi, ça a été au téléphone de 8h jusqu'à 20h le soir. Cette mobilisation est une aubaine pour Tom, qui va très vite voir les soupçons sur lui s'éloigner. Tout le monde donnait des informations. Alors ça partait dans tous les sens. On les a vus au Portugal, donc ils sont partis vivre là-bas. On les a vus à Bordeaux, en train de jouer de la guitare, en train de faire de la manche, d'autres sur le bord de la route. Pas grand-chose de très concluant, en fait. C'était très dur. Et dans cette épreuve, les parents de Leslie peuvent encore une fois compter sur le soutien de Tom. Le jeune homme fait preuve de tellement d'empathie qu'il en devient insoupçonnable. En fait, Tom, il a été très présent au début, très proche des parents de Leslie. Il a été très dispo. Il a répondu aux appels. Il était de bonne volonté. Il a partagé les avis de recherche. Il voulait aider. Tom est-il sincère? Ou reste-t-il au plus près des parents de Leslie pour suivre avec eux les avancées de l'enquête? Si tel est le cas, un événement lui a peut-être donné des sueurs froides. La découverte des effets personnels de Leslie et Kevin à Puyraveau, le 8 décembre 2022. Nous avons rencontré l'employé de l'entreprise de collecte de vêtements usagés qui a permis de retrouver ces précieux indices. Une femme que nous appellerons Estelle et qui a accepté de nous livrer son témoignage. Jeudi 8 décembre, j'arrive sur la commune de Puyraveau. Puyraveau, c'est à 80 km du petit village de Praec, où vit Tom. J'ouvre le bac, il y a un porte-monnaie. Dans le porte-monnaie, il y a un brevet de sécurité routière au nom de Kevin Trompa.
Moi, la veille, j'étais sur le réseau Facebook et j'ai vu un avis de disparition de 2 jeunes. Donc forcément, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais retrouver dans ce bac? J'ai vu une brosse à cheveux avec pas mal de cheveux noirs dessus. Il y avait un petit pantalon tout taché de peinture qui correspondait bien à la description quand même de Leslie, vu qu'elle était entrepreneuse peintre, enfin dans le bâtiment. Aucun doute possible, il s'agit bien des affaires de Leslie et Kevin. Et les cartouches de chasse à côté de leurs vêtements laissent envisager le pire. Là, je suis très peur. Il dit, on les a tués. C'est pas possible. Et très vite, Estelle va se mettre à craindre pour sa propre sécurité. On se dit, est-ce que la personne est toujours à naviguer dans le Puravo avec malheureusement un fusil de chasse, parce que cartouche de chasse dit fusil de chasse. Donc forcément, oui, j'ai eu très peur. Ils peuvent être autour de moi. Alors, première chose qu'on fait, c'est regarder autour de nous. Fait incroyable, c'est au moment où Estelle envisage cette hypothèse terrifiante qu'un étrange fourgon blanc va surgir de nulle part. Et elle a eu l'impression que cette personne était liée au dossier et en fait regardait ce qu'elle faisait et passait 2 fois à fond. Et ça l'a complètement terrorisée. Les larmes, les frissons montent et une grande montée d'adrénaline quand même monte. Tout de suite, j'ai composé 17. Immédiatement, les gendarmes arrivent sur place et recueillent son témoignage. Mais malheureusement, dans la panique, Estelle n'est pas parvenue à identifier qui était à bord du véhicule. Ce qu'a vu Estelle ce jour-là, ça reste un témoignage important, parce qu'on a un lien très probablement entre la camionnette et ses occupants avec la disparition du couple Leslie-Kevin. Ce témoignage, Émilie et Patrick, les parents de Leslie, ne vont pas en avoir connaissance tout de suite. Tout ce qu'ils savent à ce moment-là, c'est que ce sont bien les affaires de la jeune femme qui ont été retrouvées dans le container. On a été à la gendarmerie. J'ai commencé les identifications de ce qu'il y avait. Moi qui pensais épargner Pat, là c'est moi qui me suis mise à craquer et en fait à hurler tout simplement parce que c'est une chose de le dire, de devoir les identifier, c'en est une autre. Là vraiment c'est pas qu'aux autres quoi. C'est vraiment comme dans les films quoi, avec la petite réglette à côté. On devient complètement dingue, on est épuisé, on demande qu'une chose, c'est qu'on nous la rende en fait. Hein. Et bien entendu, pour nous, elle est enfermée quelque part quoi. Je veux pas m'imaginer autre chose que ça. Désormais, cela ne fait plus de doute. Leslie et Kevin ont bien été enlevés, voire pire. Ils ont été tués. Un véritable cauchemar pour les parents de Leslie, persuadés que les ravisseurs ont voulu jouer avec leurs nerfs. Preuve en est, les affaires du couple ont été déposées dans une benne dont le contenu allait forcément être inspecté. Bah, c'est sûr qu'on a voulu qu'on les retrouve. Hein. Ça, on les met dans les poubelles, on les brûle et puis on n'en parle plus. Hein. Je veux dire, c'était fait exprès pour qu'on les retrouve. Oui, c'est un sentiment d'un jeu de piste, quand on essaie de semer des pistes à droite à gauche pour éloigner les gendarmes. À ce moment-là, personne n'imagine que le corps de Kevin est enterré à quelques centaines de mètres de ce container. D'autant qu'une autre piste va s'inviter dans l'enquête et éloigner un peu plus la terrible vérité. On ne choisit pas sa belle famille. C'est peut-être ce qu'ont dû se dire les parents de Leslie à l'issue de la battue organisée par les proches de Kevin, à Breck. Souvenez-vous, c'était le 5 janvier 2023. Cette femme, qui se dirige vers les journalistes,
s'appelle Karine Pratt. C'est la belle-mère de Kevin. Et elle s'apprête à faire des révélations fracassantes. La dernière fois que j'ai vu Kevin, c'est le vendredi 25. Le soir de la disparition. Le soir de la disparition. Et on a pris un verre ensemble et puis après, je les ai laissés en bonne compagnie, entre jeunes, quoi. Elle explique que donc elle était présente à la soirée. Ça, c'est une information que personne n'avait dès le début. Nous, on pensait juste que Leslie et Kevin avaient fait une soirée avec Nicolas, cet autre chez qui ils étaient. Donc on apprend que Karine, en fait, est passée dans la soirée et qu'elle n'est pas passée pour n'importe quoi. Mais pour venir le voir, lui amener des affaires dont il avait besoin, une somme d'argent aussi. Il avait une importante somme de liquide, c'est tout. Il avait pratiquement, je crois, entre 10 000 euros, quoi, il me semble, ouais. Oui. Sur lui. C'est tu pour acheter une voiture. Ce qui est étrange, c'est que Kevin, il a pas son permis, en fait. Kevin était en train de passer son permis de conduire, mais il l'avait pas. Et en plus, il a déjà un véhicule en ordre de marche qu'il n'utilise pas parce qu'il peut pas conduire, il n'a pas le permis. Quand on veut avoir 2 voitures à 20 ans, 2 véhicules, ça me paraît un petit peu farfelu. Et ce n'est pas tout. D'après sa belle-mère, Kevin aurait lui-même accumulé cette importante somme d'argent liquide en effectuant des petits boulots sur les marchés. Mais pour la famille de Leslie, cela ne tient pas debout. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Leslie et Kevin. Dans la deuxième partie, vous allez découvrir comment et pourquoi un témoin clé va faire basculer l'enquête. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la deuxième partie de cet épisode, consacré à l'histoire de la disparition mystérieuse de Leslie et Kevin, vous allez comprendre comment et pourquoi un témoin clé va faire basculer l'enquête. Avec moi, vous entendrez les voix du père et de la belle-mère de Leslie, ses amies Cassandra et Lucie, celles de l'avocat maître Andro et des journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. D'après sa belle-mère, Kevin aurait lui-même accumulé cette importante somme d'argent liquide en effectuant des petits boulots sur les marchés. Mais pour la famille de Leslie, cela ne tient pas debout. 10 000 euros en liquide pour un jeune de 20 ans, ça fait beaucoup pour vendre des fruits et légumes, pour avoir 10 000 euros d'argent de poche. Plus étonnant encore, le soir de sa disparition, Kevin aurait donné rendez-vous à un soi-disant vendeur de voitures à 21h sur la place de l'église du village de Praek. Puis, il aurait passé un coup de téléphone à son père, Guy Trompa, qui est en prison depuis 2 mois pour des faits de violence. Et voici ce qu'il lui aurait dit. Il aurait appelé son père pour lui dire qu'il aurait croisé donc dans une voiture blanche 5 hommes assez effrayants, qui lui faisaient peur du moins. Et soi-disant que quand il serait rentré donc chez Nicolas, il aurait été blanc et il serait passé de l'eau sur le visage. Kevin est en panique. Donc il lui est arrivé quelque chose ce soir-là. Il a fait une mauvaise rencontre. Est-ce que c'était peut-être déjà le début d'un projet criminel? Voilà, il y avait quand même un contexte qui pouvait imaginer qu'il allait se passer quelque chose. Manifestement, du fond de sa cellule, Guy Trompa, le père de Kevin, semble en savoir beaucoup sur ces hommes inquiétants et sur ce qui se serait passé le soir de la disparition de son fils. Le père de famille aurait même posté sur les réseaux sociaux ce message dans lequel il décrit la manière dont Leslie et Kevin auraient été enlevés. Aux dernières nouvelles, ce seraient des Guyanais qui auraient enlevé les petits vers 2h30 du matin, en sortant de chez Nicolas. Les petits avaient 80 mètres à faire pour entrer à l'appart, et c'est à ce moment-là que les mecs étaient planqués. Et quand mon fils est rentré dans l'appart, les types ont couru derrière, et ils les ont fait rentrer dans l'appart. Et c'est là qu'ils ont séquestré les petits. Comment ils peuvent décrire une telle situation s'il n'y était pas? Je comprends pas comment on peut dire ça si on n'a pas participé ou si on n'a pas de renseignements. Donc ça n'a pas l'air d'être une supposition, il affirme des choses.
qui sont quand même assez graves, quoi. Le père de Kevin a probablement eu des informations d'autres détenus. On sait que dans les prisons, l'information circule. Ou alors c'est effectivement son fils qui en sait beaucoup et qui se confie à son père. Alors, le père de Kevin est-il sur la bonne piste? Une chose est sûre, l'hypothèse qu'il avance n'a rien de fantaisiste. Le papa de Kevin qui cite les Guyanais, donc là tout de suite là ça nous fait beaucoup moins rire parce que la semaine avant de sa disparition, il y avait eu un article qui était sorti sur le trafic de stupéfiants des Guyanais sur Niort, sur une saisie qui avait été faite de cocaïne. Donc là quand on voit Guy le papa de Kevin qui cite ça, là c'est des hypothèses qui nous effraient énormément. Sous le choc, les parents de Leslie peinent à comprendre pourquoi Guy Trompa n'a pas jugé bon de prévenir les autorités dès le lendemain de la disparition de son fils. Le fait qu'il l'ait pas déclaré, ça nous étonne puisque maintenant il déclare que son fils, il l'avait jamais vu inquiet comme il était. On laisse pas un gamin qui revient blanc comme un linge et puis on fait rien, quoi. Et puis le lendemain, il se passe rien, quoi. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de recherche. C'est complètement étonnant, quoi. Par son mutisme, Guy Trompa a-t-il voulu protéger son fils en évitant de donner aux gendarmes des détails sur la véritable nature de son rendez-vous le soir de sa disparition? Il a 10 000 € en liquide. Il aurait croisé des personnes étranges. Bon, là, on se demande si Kevin finalement trempait pas un peu dans des faits délictuels, s'il n'était pas un peu lié à la drogue. Kevin et Leslie ont-ils été victimes d'un règlement de compte lié à un trafic de drogue? C'est en tout cas cette piste qui va être largement privilégiée par la presse. Nous, on tombe des nues vis-à-vis de tout ce qu'on peut raconter dans les médias. Oui, je pense que Leslie n'était pas au courant de tout ça, quoi. Pour moi, Leslie, elle est pas mêlée à tout ça. Même par amour, elle aurait pas accepté. Leslie, elle a toujours un petit penchant pour les mauvais garçons, quelque part, mais pas à ce point-là, quoi. Je veux dire, je pense que si elle avait su que peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça derrière qui se tramait derrière, elle aurait peut-être pris ses licences, hein, certainement. Il y a de grandes chances. Et Leslie, elle se retrouve là, elle se retrouve là au mauvais endroit, au mauvais moment, en fait. C'est un dommage collatéral. Notre espoir, c'est qu'elle serait quelque part et qu'elle ait envie, qu'elle tient bon, qu'on va nous la rendre, quoi. Les parents de Leslie imaginent que leur fille est entre les mains de dangereux trafiquants. Mais ils vont bientôt comprendre qu'un des responsables présumés de sa disparition serait en réalité sous leur nez, et cela depuis le début. Et malheureusement, l'issue sera fatale. Retour le 5 janvier 2023, le jour de la battue organisée dans le village de Prague. Alors que toutes les caméras sont rivées sur la belle-mère de Kevin, la journaliste Sophie Carbonel va avoir un drôle de pressentiment. Il y a Tom qui est présent, qui est pas hostile aux journalistes. De ce qu'il y a à faire, à une tête du groupe, et après vous verrez ça tous ensemble une fois rendu sur place. Mais il a une attitude un peu étrange. En fait, il avait l'air d'avoir une certaine distance. Et avec des amis, il riait beaucoup, il souriait tout le temps. Il paraissait quand même un peu moins touché que les autres personnes. Et il n'y a pas qu'à la battue que le comportement de Tom intrigue. Car vous allez le voir, plus les jours passent, moins le jeune homme se montre coopératif avec les parents de Leslie. Voilà, les parents de Leslie demandaient à avoir les derniers échanges que Tom a pu avoir par texto avec Leslie. Et ça a pris un temps monstre pour pouvoir obtenir ces captures d'écran. On lui a demandé X fois les messages qu'il nous a donnés par compte-gouttes et avec des messages effacés.
Donc c'était pas tout à fait clair. D'autant moins clair que parmi les messages que Tom a finalement daigné transmettre aux parents de Leslie, il y en a un qui va les terrifier. Leslie, d'après un message qui lui est attribué, dit qu'elle vomit ses tripes, qu'il y a du sang. Ça donne vraiment l'impression d'un malaise assez grave. Or, rappelez-vous, lorsque les parents de Leslie sont venus voir Tom à Prague dans les jours qui avaient suivi la disparition de Leslie, le jeune homme s'était montré plus que rassurant. Il nous dit qu'il a communiqué avec Leslie, ça il nous le dit par message, toute la soirée. Enfin, il rassure en fait en disant que lui, il a rien vu d'incroyable, de spécial. Des déclarations en totale contradiction avec le dernier message de Leslie. Enfin, c'est pas anodin, elle est pas juste en train de dire j'ai mal au crâne. Non, elle explique qu'elle est en train de vomir du sang, quoi. Et ça, il en parle à personne. Alors là, les parents, quand même, ils tombent un peu du placard en se disant, mais depuis le début, c'est quand même le truc le plus important qu'il fallait dire, et il ne nous le dit pas. Pourquoi nous cache-t-il cette information? Mais il y a encore plus suspect. En lisant ces messages, on s'aperçoit que Tom s'est montré particulièrement insistant pour connaître l'heure à laquelle Leslie et Kevin allaient rentrer chez lui. Il prétexte qu'il avait besoin de savoir à quel moment ils quittaient leur soirée chez Nicolas pour rentrer chez lui, parce que lui avait envie de leur faire un dernier bisou. C'est le terme qu'il emploie. Il est en pleine fête, en rave party, en free party, et il veut savoir, avec beaucoup d'insistance, à quelle heure ils vont rentrer. 3h du matin, quand on est en free party, moi je trouve ça un petit peu particulier comme réaction. On se demande si Tom a pas envie de savoir quand est-ce que le couple va quitter la soirée, comme si quelque chose les attendait en fait à la sortie de cette soirée. Autant d'incohérences dans le discours de Tom que les proches de Leslie décident de mener eux-mêmes leur petite enquête sur la fameuse free party où Tom était censé s'être rendu le soir des faits. Qu'on a essayé de creuser dans nos contacts et on trouve pas de soirée en tout cas ce soir-là. Personne n'a parlé de cette fête, donc c'est vrai qu'on se demande à un moment si cette soirée a vraiment existé. Une soirée qui n'a peut-être jamais eu lieu. Des échanges insistants pour savoir l'heure à laquelle Leslie et Kevin vont rentrer. D'autres messages qui ont été effacés. Alors que l'étau semble se resserrer sur lui, Tom va choisir la pire des défenses, en disparaissant des radars. À un moment donné, hop, il a plus donné de nouvelles, il faisait le mort, il voulait plus parler, rien. Voilà, il est parti en Vendée, chez son père. Les parents de Leslie, ils sont morts de trouille, ils savent pas ce qu'est devenu leur fille. Et pendant ce temps-là, Tom, il répond pas au téléphone, il se met au vert, quoi. En se faisant discret, Tom espère-t-il pouvoir échapper à ses responsabilités? Peut-être. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les gendarmes sont sur sa piste. Et cela depuis les premiers jours de l'enquête. Nous sommes en Vendée, et plus précisément à l'Aiguillon-sur-Mer, à une centaine de kilomètres du village de Prague. C'est ici que Tom est venu se réfugier lorsque les soupçons se sont fait trop pesants. Et c'est aussi ici qu'il va finir par être rattrapé par la justice. Le 28 février, l'énorme rebondissement, un cataclysme, on apprend que Tom Trouillet est interpellé en Vendée chez son père et placé en garde à vue à Niort par la gendarmerie. Les gendarmes estiment qu'il y a beaucoup trop d'incohérences dans la version développée par Tom Trouillet. Ils ont des éléments sur sa téléphonie qui iraient dans un sens opposé à l'idée d'une soirée passée en rave party.
ils ont beaucoup de doutes sur cet alibi. On se rend compte que finalement tous les petits soupçons, en fait, il y a tous les petits cailloux qu'il avait pu semer en fait depuis le début de ce dossier et qui pouvaient attirer l'attention, se vérifient. Mais les enquêteurs ne disposent pas, semble-t-il, à ce moment-là, au moment où ils vont l'interpeller, d'un élément net, clair et irréfutable. Et donc ils tentent une sorte de coup de poker, genre de toute façon, il est la pièce centrale. Pour nous, il est la pièce centrale. On le dégringole et on va voir ce qu'il raconte. Alors, Tom a-t-il fini par craquer sous la pression des gendarmes? Une chose est sûre, après sa garde à vue, tout va se précipiter. Les jours suivants, 2 jeunes de son entourage sont à leur tour interpellés. Un certain Enzo, 23 ans, et Nathan, 22 ans. Donc Nathan est un jeune homme de la même génération que Tom Trouillet. Oui, c'est un ami de teuf, comme ils disent. Ils connaissaient Kevin parce que par le biais de Tom, ils ont déjà passé des week-ends à faire du camping ensemble. C'était une connaissance, voilà. Et Enzo est un copain de Nathan, mais Tom le connaît pas et Kevin a priori non plus. Ces 3 jeunes hommes n'ont pas d'antécédents judiciaires, à l'exception de Nathan va été condamné dans une petite affaire de stupéfiants. Donc on n'a pas affaire à des voyous qui évoluent dans ce monde du grand banditisme où il y a des règlements de compte. On est loin de ça. Aucun des 3 jeunes n'a le profil d'un criminel. Et pourtant, c'est ensemble qu'ils pourraient avoir commis l'irréparable. Suite aux 3 gardes à vue, le vendredi, les enquêteurs, sur les indications des suspects, viennent en Charente-Maritime, à Puyraveau, et déterrent un premier corps sous une butte, qui n'est autre que celui de Kevin. Le lendemain, alors que les fouilles continuent d'arrache-pied pour maintenant retrouver le corps de Leslie, le père de Kevin, Guy Trompa, décide de se rendre sur place à Vierzon, une petite commune située à 70 km de Prague. Le père de famille est sorti de prison 1 mois plus tôt, et il ne semble pas avoir été informé de la découverte du corps de son fils. Alors Guy Trompa, il est arrivé dans sa 206 et sous les yeux de tous les journalistes, dans un silence. Alors personne n'osait poser de questions. Il est sorti de la voiture en disant qu'est-ce qui se passe aux gendarmes qui faisaient barrage et qui lui ont dit non, vous pouvez pas avancer. Donc il est remonté dans sa voiture. Vous nous tenez au courant, s'il vous plaît? On va garer plus loin là-bas. Et c'est ce vous me tenez au courant où on se pose la question de savoir s'il savait que Kevin avait été déjà retrouvé la veille. En réalité, c'est le corps de Leslie que les gendarmes sont en train de chercher dans ce bois. Et lorsque les parents de la jeune femme disparue appellent la journaliste Sophie Carbonel pour savoir ce qu'ils ont découvert, l'émotion est palpable. Moi, je les ai eus au téléphone le samedi matin. Ils sont complètement, ils sont bouleversés. Au téléphone, c'est Émilie Cardré. Et, elle retient pas ses larmes. Elle est dans un état de surexcitation. Elle sait pas ce qui se passe. Elle est complètement déboussolée. Et elle attend de savoir si le pire qu'on pouvait imaginer est en train de se produire et que Leslie, oui, est bien là, est enterrée, est morte. En fin de journée, les gendarmes vont en effet découvrir le corps de la jeune femme. Jusqu'au bout, les parents se sont imaginés qu'elle avait été enfermée dans une cave et que c'est pas elle à qui on en voulait et qu'elle était toujours vivante et qu'on allait la retrouver vivante. Les parents de Leslie sont dévastés. Eux qui pendant des mois ont remué ciel et terre pour retrouver leur fille vivante. Le père de Kevin, lui, choisira de rendre un dernier hommage à son fils en organisant une marche blanche à Niort. Que ce soit fait, c'est insurmontable. Ils ont détruit des vies, ils m'ont détruit ma vie. Un véritable cri du cœur auquel se mêlent colère et incompréhension. Oui, finalement,
tout ce qui a été imaginé à un moment avec ses relations, toutes les pistes qu'il avait pu évoquer depuis sa cellule, eh bien en fait c'était pas ça. Finalement c'est l'ami proche du couple qui en tout cas paraît être le grand, celui qui a tout manigancé. Donc il y a deux sentiments qui s'entrechoquent et qui sont d'une violence inouïe. C'est d'une part d'être trahi par quelqu'un qui était proche de son propre fils, et puis la perte de son fils. Et ce que Guy Trompa va découvrir sur la façon dont Kevin et Leslie auraient été tués ne va pas l'apaiser. Bien au contraire. Un mois après la découverte des corps de Kevin et Leslie, nouveau rebondissement. 2 autres suspects sont interpellés et mis en examen. Et encore une fois, il s'agit de très jeunes hommes âgés d'à peine 23 et 24 ans, Michael et Steven. Ils sont 5 en tout. Tom, c'est l'ami de Leslie et Kevin. Nathan, c'est l'ami de Tom, et c'est Nathan qui amène Enzo, Michael, et Steven dit le cas. Nathan serait donc lui aussi un personnage central dans ce dossier. Et voici ce qu'il aurait dit en audition sur la nuit du drame. Ce que les enquêteurs ont pu finir par établir, c'est que Leslie et Kevin sont bien sortis vivants de la soirée chez Nicolas, la fameuse soirée Blanquette de Veau. Donc ils rejoignent la maison de Tom, située à une trentaine de mètres. À l'extérieur, il y a Tom, Nathan, Enzo et Michael. Une fois Leslie et Kevin à l'intérieur de sa maison, Tom laisse passer quelques minutes et il se présente à son domicile. Ils discutent, ils boivent une bière, ils fument une cigarette. Et donc il se passe une trentaine de minutes peut-être. Et à un moment où Tom a semble-t-il la conviction que ses amis n'attendent aucune visite, il aurait envoyé un message à Nathan, une sorte de top départ. Et arrivent ensuite Nathan et Michael. Et c'est la bagarre immédiate. Nathan aurait commencé par porter des coups de marteau à Kevin. Et pendant que Tom, lui, maîtrisait Leslie. Leslie, elle voit que Kevin est en train de se faire défoncer à coups de marteau. Elle dit pourquoi celui qui a été son ami. Après une première série de coups portés sur Kevin par Nathan, Tom aurait achevé Kevin. C'est en tout cas l'explication donnée par Nathan jusqu'à présent. Et une fois que Kevin ne bouge plus, Tom aurait demandé à Nathan de mettre des coups de marteau à Leslie, et Nathan se serait exécuté. Et ensuite, les corps inertes de Kevin et Leslie sont placés dans le coffre de la voiture d'Enzo. En attendant de trouver un endroit sûr pour enterrer les corps de Leslie et Kevin, les 4 complices auraient alors pris la route ensemble pour les dissimuler sur un terrain de pêche privé. Mais une fois sur place, l'inimaginable va se produire. Ils entendent un bruit qui provient du coffre. Donc ils vont ouvrir le coffre et là réaliser que Leslie n'est pas morte. Et toujours d'après les déclarations de Nathan, Tom se serait emparé d'une pelle et aurait porté plusieurs coups sur la tête de Leslie pour l'achever. C'est une scène d'horreur, c'est totalement inhumain. Un scénario criminel a glacé le sang que Tom aurait formellement contesté lors de ses différentes auditions.
D'après ses déclarations, non seulement il n'aurait pas achevé Leslie à coups de pelle, mais à aucun moment, il ne s'en serait pris à ses amis. Deux versions s'affrontent. Tom affirme qu'il n'est pas présent physiquement sur la scène d'agression. Il aurait été présent à l'extérieur de la maison en position d'attente pendant que Nathan et Mika étaient eux présents à l'intérieur en train de porter des coups et que l'ampleur criminelle de ce guet-apens lui a complètement échappé. Mais alors, si Tom n'a jamais eu l'intention de tuer ses amis, pourquoi a-t-il accepté de participer à ce guet-apens? Là encore, Nathan aurait apporté une explication. Le scénario avancé par le dossier, c'est que les deux hommes trafiquaient ensemble, c'est-à-dire Kevin et Tom dealaient de la cam. Là-dessus, un conflit aurait éclaté. En effet, Tom avait prétendu que il devait de l'argent à Kevin et qu'il n'était plus en capacité de le rembourser complètement. Kevin le menaçait, lui et sa famille, de mort. Donc, toujours d'après les déclarations de Nathan, Tom va attendrir Nathan en lui disant « Écoute, ma vie est en danger, la vie de mes parents, de ma famille est en danger, parce que je lui dois 30 000 euros. » Tom aurait-il simplement cherché à intimider Kevin? Les choses auraient-elles mal tourné? Et surtout, pourquoi Nathan et ses amis ont-ils accepté de le suivre? Je n'imagine pas qu'ils montent une telle opération, qu'ils prennent de tels risques comme ça pour rendre service à un copain. Le seul mobile possible, c'est l'appât du gain. En tout cas, on leur aurait proposé de l'argent. Alors Leslie serait-elle un dommage collatéral dans un règlement de compte crapuleux sur fond de trafic de stupéfiants? Pas si sûr. Les enquêteurs pensent avoir identifié un double mobile qui expliquerait les motivations de Tom. Tom était fortement épris de Leslie, et ceci depuis peut-être plusieurs années. Et donc, il avait peut-être, oui, ce dépit amoureux très fort. D'après ce que Nathan a dit, Tom avait fait des recommandations à propos de Leslie, en disant en gros qu'elle n'était pas la cible et qu'il fallait agir au moment où elle ne serait pas là. Et il ajoute « Et si elle est là, eh ben tant pis pour elle ». Or, ce soir-là, Tom savait pertinemment que la jeune femme était présente. Donc, dans ces cas-là, elle n'est plus un dégât collatéral. Elle est programmée pour mourir. Si on accepte de croire les propos de Nathan. Une chose est sûre, jusqu'à leur arrestation, Tom, Nathan, Enzo et Michael ont tout fait pour échapper à leurs responsabilités. Et pour couvrir leurs arrières, Nathan a même appelé à la rescousse un autre de ses amis le lendemain du meurtre, le fameux Steven, surnommé le K. Le K, c'est son surnom, est le cinquième homme du commando, et il est réputé pour avoir séjourné en Ukraine et avoir combattu même contre les forces russes. Lui va être le nettoyeur, c'est-à-dire qu'il est là pour faire disparaître les traces de sang dans la maison de Tom, mais également pour faire disparaître les corps. Et c'est ainsi que la maison de Tom sera soigneusement nettoyée pendant plusieurs jours. Quant au corps de Leslie et Kevin, ils seront enterrés à proximité, là où, souvenez-vous, une employée du relais avait retrouvé leurs effets personnels. Aujourd'hui, Tom, Nathan, Enzo, Michael et Steven sont tous les 5 incarcérés, mais restent présumés innocents. L'enquête est loin d'être terminée et de nombreuses zones d'ombre restent à éclaircir. Pourquoi Leslie a-t-elle envoyé un SMS disant qu'elle vomissait du sang? Qui étaient ces mystérieux agresseurs que Kevin a croisés sur la place de Prague? Qu'est-il arrivé à Onyx, le chien de Leslie?
Sur ce point, Nathan aurait d'ailleurs apporté une réponse aux enquêteurs. Tom aurait demandé à Nathan de tuer Onyx à coup de fusil. Nathan aurait, d'après ses explications, fait semblant d'acquiescer et d'obéir à Tom, et il l'aurait finalement relâché, a-t-il dit, dans le département de la Dordogne. Une bien maigre consolation pour les proches de Leslie et Kevin, qui vont désormais devoir vivre en imaginant le calvaire que le jeune couple a vécu lors de ces derniers instants. Un véritable cauchemar que le père de Kevin n'aurait peut-être pas réussi à supporter. Alors, je vais regarder une vidéo que Guy Trompa, donc le père de Kevin, a postée sur les réseaux sociaux. Nous avons choisi de ne pas diffuser cette vidéo du père de Kevin, dans laquelle l'homme appellerait au meurtre des assassins présumés de son fils et de Leslie. Ce que cette vidéo m'inspire, c'est tout d'abord la douleur d'un père. On a clairement toute la douleur qui sort de cet homme qui a perdu son fils, et c'est une douleur parfaitement légitime. Après, il a posté un appel au meurtre sur les réseaux sociaux. Alors je veux bien que Guy Trompa soit dans la souffrance, dans la douleur, mais il sait très bien qu'il n'a pas le droit de faire ça. Ces menaces ont été prises très au sérieux par la justice. Guy Trompa a été interpellé, placé en garde à vue, puis en détention provisoire pour des soupçons de menaces de mort et d'instigation à l'assassinat. La justice le soupçonne d'avoir voulu bien payer des détenus pour qu'ils s'en prennent aux personnes mises en cause dans ce dossier. Jusqu'à son procès, le père de Kevin, Guy Trompa, reste présumé innocent. Guy Trompa, il est ce qu'il est, il a été incarcéré, ça n'enlève pas son statut de père, et de père aimant son fils. On se dit oui, c'est du gâchis pour tout le monde et pour Leslie et Kevin qui avaient toute la vie devant eux et qui demandaient qu'à vivre. Merci d'avoir écouté la deuxième partie de ce podcast consacré à l'affaire Leslie et Kevin. N'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, si ce podcast vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL et RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.